réalisateur hollywoodien de Salzbourg, Stevens s'est rendu dans l'Autriche voisine, d'abord à Salzbourg, puis à Innsbruck, pour visiter un pays qui s'est jeté volontairement dans les bras des nazis. La petite équipe de tournage s'est également rendue au col du Brenner, à la frontière avec l'Italie et le Tyrol du Sud. La Wehrmacht a déposé les armes en Italie et dans le sud de l'Allemagne, mais pas dans toute l'Autriche, et le gouvernement du Reich à Flensburg, dans le nord de l'Allemagne, refuse toujours de capituler devant l'Union soviétique. 6 mai 1945. Au nom de l'amiral Dönitz, le colonel général Alfred Jodl s'est rendu à Reims, en France, pour signer la déclaration de capitulation inconditionnelle de l'Allemagne nazie. Kirk B. Lawton, l'homme d'Eisenhower chargé du photojournalisme pendant la Seconde Guerre mondiale, a documenté cet événement majeur de l'histoire mondiale avec son appareil photo amateur. Jodl avait encore l'espoir d'obtenir un armistice séparé avec les Alliés occidentaux. Les négociations au quartier général des Alliés sont dans l'impasse pendant des heures. Dirigée par le général Eisenhower, la délégation alliée exige résolument la capitulation inconditionnelle des forces armées allemandes sur tous les fronts. Jodl hésite car il n'est pas habilité à prendre une telle mesure. Les Britanniques et les Américains réagissent en menaçant de recommencer à bombarder les villes allemandes. Pour ne pas contrarier Staline, un officier de liaison soviétique de haut rang avait été invité à assister à la cérémonie. Ce n'est qu'après minuit que la délégation allemande reçoit un télégramme de Dönitz indiquant que Jodl est autorisé à signer. Le 7 mai 1945, à 2h39, le général américain Walter Bedell Smith, le général soviétique Ivan Suslaparov et, en tant que témoin, le général de division français François Cévé signent tous le document de capitulation. C'est ensuite au tour d'Alfred Jodl d'apposer sa signature. Le commandant en chef du corps expéditionnaire allié, Dwight D. Eisenhower, annonce alors qu'à 23h01, heure d'Europe centrale, le 8 mai 1945, la guerre sera terminée. Nous, sous-signés, agissant sous l'autorité du haut commandement allemand, nous rendons sans condition au commandant suprême du corps expéditionnaire allié et simultanément au haut commandement soviétique toutes les forces terrestres, maritimes et aériennes qui sont à cette date sous le contrôle de l'Allemagne. Lorsque Joseph Staline apprend la capitulation de Reims, il est fou de rage et exige que la cérémonie soit répétée dans sa propre sphère d'influence. Mais la nouvelle de Reims a déjà été rendue publique. En conséquence, la plupart des soldats allemands se rendent volontairement, si possible aux Américains. Le 7 mai, un caméraman du Special Film Project 186 a pris ces images quelque part dans le sud-est de l'Allemagne. Au Tyrol, le soir du 7 mai, l'écrivain Erich Kästner écrit dans son journal « La radio de Flensburg a annoncé que Jodl a signé le document de capitulation et qu'il entrera en vigueur demain. Mais la station de radio de Bohême a qualifié le rapport de fabrication concocté par l'ennemi. À Berlin, les Russes affirment avoir trouvé les cadavres de Goebbels, de sa femme et de leurs enfants. Les stations de radio ont cessé d'émettre. Ici, c'est le calme. Le seul bruit est celui des hannetons, ces petits insectes blindés qui foncent tête baissée dans la fenêtre illuminée.
Entre-temps, les résistants tchèques ont rétabli les anciennes frontières que les accords de Munich de 1938 avaient déplacées en faveur de la minorité allemande des Sudètes. Au cours des 2 dernières semaines, le général américain George S. Patton a progressé de 30 à 40 km par jour, un rythme de progression presque incroyable. Au début du mois de mai 1945, ses troupes ont franchi la frontière de la Bohême. Le 6 mai, les unités américaines libèrent la ville de Pilsen. Le lendemain, l'arrivée des Géises se transforme en un défilé de victoire. Des milliers d'habitants de Pilsen accueillent les Américains avec une joie débordante. C'est la première fois que les caméramens du Special Film Project 186 ont pu filmer des scènes de liesse. Les craintes des habitants de voir leur ville natale transformée en champ de bataille ont disparu. C'est pourtant ce qui a failli se produire, car les Allemands disposent encore d'environ 15 000 soldats à Pilsen et dans ces environs, déterminés à écraser toute tentative de révolte de la part des Tchèques. Cependant, les 2 divisions américaines qui ont libéré Pilsen étant plus nombreuses que les Allemands, le commandant allemand, le général von Majewski, décide de se rendre. À 14h15, le 6 mai 1945, il signe le document de capitulation et ordonne à ses troupes de saisir toutes les hostilités. Puis, devant son état-major et sa femme, Majewski se suicide. Les libérateurs américains restent à Pilsen pendant 7 mois. Les occupants allemands quittent Pilsen pour toujours. 6 années de répression brutale ont laissé des traces. En mars 1939, la Wehrmacht d'Hitler avait rompu les accords de Munich et est rentrée en Tchécoslovaquie. Faisant partie du protectorat de Bohême et de Moravie, les habitants de Pilsen ont été pendant des années à la merci du despotisme et de la terreur allemand. Environ 3000 citoyens juifs ont été déportés dans des camps de concentration. Jusqu'à la capitulation de l'Allemagne, le maréchal Ferdinand Schörner et ses troupes étaient retranchés en Bohême. Schörner était un nazi fanatique que Hitler avait nommé commandant en chef de l'armée dans ses dernières volontés. Conformément à la maxime « la force par la peur », Schörner utilise des méthodes brutales pour mettre ses troupes sous pression. Les déserteurs sont pendus à l'arbre le plus proche avec une pancarte autour du cou disant « Je refuse de protéger les femmes et les enfants allemands ». Le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, a commenté cette attitude en mars 1945. De telles méthodes ont bien sûr un impact. En tout cas, chaque soldat de la zone de combat de Schörner sait qu'il peut mourir au front et qu'il mourra à l'arrière. Les prisonniers de guerre allemands sont escortés hors de la ville par des résistants tchèques. Les choses n'ont pas toujours été aussi amicales que ces images, prises par un caméraman de l'US Air Force, le suggèrent.
Dans les endroits où un vide s'était formé avant l'arrivée des Alliés, la violence excessive était courante. L'agressivité est alimentée par le président tchèque en exil, Edvard Beneš, qui, avant même la fin de la guerre, déclare « Les Allemands seront remboursés plusieurs fois et sans pitié pour tous les crimes qu'ils ont commis dans notre pays depuis 1938. » Les Américains ne cessent de croiser des victimes d'actes de vengeance. Nous sommes le 8 mai 1945, dernier jour de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Les Tchèques fêtent leurs libérateurs américains, mais n'ont que du mépris pour leurs anciens bourreaux. Les corps sont transportés et enterrés quelque part. Personne en Bohême n'a versé une seule larme pour un Allemand mort. Le caméraman du Special Film Project 186 a pris ces images sur la ligne de démarcation soviéto-américaine. Avant que cet officier de la Wehrmacht ne soit autorisé à passer le poste de contrôle, il doit remettre son pistolet. Un général allemand se rend confortablement dans une décapotable. Un policier militaire américain le conduit ensuite dans un camp de prisonniers de guerre réservé aux officiers de haut rang. Tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir monter à bord d'un camion de la Wehrmacht en partance pour la sécurité de l'Ouest. Parmi l'interminable convoi de soldats allemands, il y a aussi des camions transportant des Tchèques en liesse. Le 8 mai 1945, à minuit et demi, le président du Reich, Karl Dönitz, s'adresse à la nation à la radio. Hommes et femmes d'Allemagne, dans mon discours du 1er mai, dans lequel je vous ai annoncé la mort du Führer et ma nomination comme son successeur, j'ai déclaré que ma première tâche était de sauver des vies allemandes. Pour atteindre cet objectif, dans la nuit du 6 au 7 mai, j'ai ordonné au haut commandement des forces armées de déclarer la reddition inconditionnelle de toutes les troupes combattantes sur tous les théâtres de guerre. Le 8 mai à 23 h, les armes se tairont. La plupart des soldats allemands vaincus ont dû se rendre en captivité à pied. Voici comment un soldat se souvient du 8 mai 1945. Nous étions vraiment effrayés. Nous ne pensions qu'à ce qui nous attendait dans les prochains jours. Qu'allait-il nous arriver en Tchécoslovaquie, encerclés comme nous l'étions et sans issue? Puis soudain, la guerre a pris fin. Le nouveau Führer de ce qui reste du Reich, le grand amiral Karl Dönitz, annonce la capitulation inconditionnelle du Reich et de la Wehrmacht. La guerre est enfin terminée. Des années de destruction de vies humaines et de biens sont terminées. Mais qu'allait-il advenir de nous, Allemands, à présent? Ma vie avait été préservée, mais comment allais-je pouvoir la façonner? Y aurait-il des possibilités réelles qui s'offriraient à moi?
Le 8 mai, le président américain Harry S. Truman s'est adressé à la nation à la radio. C'est une heure solennelle mais glorieuse. Notre joie est tempérée par la conscience suprême du prix terrible que nous avons payé pour débarrasser le monde d'Hitler et de son arc maléfique. Les rats quittent le navire en perdition. Le 8 mai 1945, à Kitzingen, près de Würzburg, un héros de guerre allemand se laisse filmer par un caméraman du Special Film Project 186. Avec son escadron, le pilote de chasse et de bombardement Hans-Ulrich Rudel avait quitté la Bohême pour se rendre aux Américains. Rudel est le seul membre des forces armées allemandes à avoir reçu la croix de chevalier avec des feuilles de chêne dorées, des épées et des diamants. Il était également un nazi fanatique. En mars 1945, alors qu'il se trouvait encore dans un hôpital militaire après avoir été grièvement blessé par des tirs anti-aériens soviétiques, Rudel est apparu dans le journal télévisé hebdomadaire de Joseph Goebbels, exhortant les Allemands à rester fermes. Cette fois, il ne s'agit pas de sacrifices personnels. Nous devons tous serrer les dents et accepter ces sacrifices. Et à la fin, notre nation, qui s'est battue jusqu'à présent avec tant de courage et qui a serré les dents, remportera la victoire finale. Rudel se présente à ses hôtes américains comme un homme cultivé qui, en tant que soldat, n'a fait que son devoir. Rudel a passé près de 1 an en captivité aux États-Unis. Après sa libération, il a d'abord créé une entreprise de transport. Mais en 1948, il s'enfuit en Amérique du Sud par la Ratline. En Argentine, Rudel crée une organisation d'aide aux criminels de guerre nazis et entretient des contacts étroits avec des fascistes italiens et croates recherchés dans le monde entier. À la fin de la guerre, Rudel est amputé, mais reste fermement convaincu que le national-socialisme était une bonne idée. Sur ce point, il est en parfait accord avec le général de corps d'armée Adolphe Galland, qui, comme lui, est un pilote de chasse très décoré. Après sa libération de la captivité américaine, Galland s'est également rendu en Argentine, où il a été conseiller de l'armée de l'air du président Juan Perón. Lorsque Perón est chassé du pouvoir, Adolphe Galland retourne en Allemagne, tandis que Hans-Ulrich Rudel sert les dictateurs du Paraguay et du Chili. Au Chili, il réside occasionnellement dans la célèbre commune coloniale de torture de la Dignidad. Jusqu'à la fin de sa vie, Rudel est resté en contact étroit avec la scène néo-nazie en Allemagne. Les funérailles du héros de guerre nazi en 1982 se sont transformées en un spectacle macabre. D'anciens camarades ont fait le salut hitlérien. Des avions de l'armée de l'air allemande ont survolé le cimetière à basse altitude et la foule a chanté les 3 couplets de l'hymne national allemand. À Londres, le 8 mai, les gens se sont rassemblés dans les rues pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Dans ses mémoires, le Premier ministre britannique Winston Churchill écrit « La capitulation inconditionnelle de nos ennemis a été le signal de la plus grande explosion de joie de l'histoire de l'humanité. La Seconde Guerre mondiale a en effet été menée jusqu'au bout en Europe. Les vaincus comme les vainqueurs ont ressenti un soulagement inexprimable. Lassés et usés, appauvris mais imperturbables et maintenant triomphants, nous avons vécu un moment sublime. Nous avons remercié Dieu pour la plus grande de ses bénédictions, le sentiment d'avoir fait notre devoir.
Le 8 mai, Churchill insiste pour que la victoire en Europe soit diffusée par lui-même. C'était il y a presque 5 ans, jour pour jour. Le 10 mai 1940, il avait pris la tête d'un gouvernement de coalition nationale dans les heures les plus sombres de la Grande-Bretagne. Après la défaite en France et la retraite de Dunkerque, Churchill avait prédit que la guerre contre l'Allemagne nazie coûterait à son peuple du sang, de la sueur et des larmes. Son mépris pour Hitler ne connaît aucune limite. C'est pourquoi le jour de la victoire en Europe a été le plus grand triomphe de sa vie. Alors que Churchill traverse Londres en voiture, la foule l'acclame, mais à peine 2 mois plus tard, il subit une défaite cuisante de la part des électeurs britanniques. Cette défaite a coûté à Churchill son poste de Premier ministre. Marchant derrière le sergent d'armes qui porte la masse cérémonielle de la Chambre des communes, le président Douglas Clifton se dirige vers l'abbaye de Westminster, suivi par le Premier ministre et le gouvernement de Sa Majesté. Dans l'abbaye, l'Assemblée chante l'hymne d'action de grâce écrit par Isaac Watts en 1708. Ô Dieu, notre aide dans les âges passés, notre espoir pour les années à venir, notre abri contre le souffle de la tempête et notre foyer éternel. La famille royale a été la première à quitter l'abbaye après la cérémonie. Le roi George VI et la reine Élisabeth, ainsi que leurs filles, les princesses Élisabeth et Margaret. Il avait été prévu que la famille royale soit évacuée vers le Canada. Mais c'est avant tout la reine qui a rejeté cette idée. Les enfants ne partiront pas sans moi. Je ne quitterai pas le roi, et le roi ne partira jamais. Le roi et la reine sont restés à Londres tout au long de la guerre, s'employant activement à réconforter et à encourager les gens, en particulier pendant le Blitz. Le 9 mai 1945, dans une caserne de Wiesbaden, des esclaves soviétiques libérés célèbrent la victoire sur l'Allemagne. La plupart d'entre elles avaient été déportées vers le Troisième Reich après l'occupation de l'Ukraine et de la Biélorussie par les nazis. Les femmes ont été mises au travail principalement dans des usines d'armement. Pour tous les citoyens soviétiques, le 9 mai était le jour de la libération du fascisme nazi. En effet, la déclaration de capitulation a été signée après minuit, heure de Moscou. Joseph Staline avait exigé que la cérémonie de capitulation soit répétée à Berlin-Karlshorst. Pour lui, les images de Reims, où le général soviétique apparaît comme un simple observateur, ne peuvent symboliser la fin d'une guerre qui a coûté la vie à 27 millions de ses sujets. Le 9 mai, une équipe de caméramens du Special Film Project 186 a pris ces images des célébrations de la victoire à Wiesbaden, au cours desquelles une déclaration du dictateur soviétique a été lue. Il y a 3 ans, Hitler déclarait au grand jour que son objectif était de démembrer l'Union soviétique et de lui céder le Caucase, l'Ukraine, la Biélorussie, les îles Baltes et d'autres régions. Il a déclaré sans ambages, « Nous détruirons la Russie pour qu'elle ne puisse plus jamais se relever ». C'était il y a 3 ans. Cependant, les idées folles d'Hitler n'étaient pas destinées à se réaliser. Le déroulement de la guerre les a dispersés au gré des vents. En fait, c'est tout le contraire de ce que pensaient les hitlériens qui s'est produit. L'Allemagne est totalement vaincue. Les troupes allemandes se rendent. L'Union soviétique célèbre la victoire, bien qu'elle n'ait pas l'intention de démembrer ou de détruire l'Allemagne. Le 9 mai 1945,
2 caméramens de l'US Air Force ont pris ces images sur une route quelque part à la frontière de l'Allemagne avec la Tchécoslovaquie. Pour échapper à l'armée rouge, les restes de la Wehrmacht fuient vers la partie de l'Allemagne occupée par les Américains. Leur commandant suprême, le maréchal Friedrich Schörner, a depuis longtemps laissé ses troupes en plan et pris la fuite. Le 9 mai, habillé en civil et en possession de plusieurs milliers de marques provenant des caisses de l'État, il s'est envolé à bord d'un Fieseler Storch vers l'Autriche, où il a été arrêté peu de temps après par les Américains. Les membres de la SS qui, dans les dernières semaines de la guerre, s'étaient distingués par une résistance particulièrement fanatique, s'étaient mêlés aux simples soldats allemands. Les hommes de main de Heinrich Himmler se sentaient manifestement en sécurité au milieu d'un flot de soldats, d'infirmières et d'employés civils qui rentraient en Allemagne. Ces enfants soldats ont également survécu. Certains Allemands étaient impeccablement habillés lorsqu'ils se sont rendus aux Américains. Sûr de lui, ce lieutenant-colonel de la Waffen-SS s'est présenté aux Américains comme un adversaire sur un pied d'égalité. Mais les GI ne sont pas impressionnés. Ils connaissent toutes les atrocités commises par les SS sur les troupes américaines capturées dans les Ardennes. Aux yeux des 2 caméramens du Special Film Project 186, cet officier était manifestement un exemple parfait de la race des maîtres allemands. De l'autre côté de la frontière, dans le petit village de Tannenbergstall, dans la région des Malouines, les convois de troupes allemandes qui se sont rendus aux Américains sont bloqués. Comme l'avait exigé le commandement suprême de la Wehrmacht, les soldats ont déposé les armes dans le calme et l'ordre. Le 9 mai 1945, environ 10 millions d'Allemands déposent les armes. Les reliques d'une guerre que leur chef suprême, Adolf Hitler, avait planifiée de longue date et qui, dans le monde entier, avait fait environ 60 millions de morts. Pas un seul officier de haut rang de la Wehrmacht n'a ressenti le besoin d'ignorer les ordres insensés d'Hitler et d'empêcher le massacre des dernières semaines de la guerre. Même après le suicide du Führer, les combats se poursuivent. Ainsi, au cours de la dernière semaine de la Seconde Guerre mondiale, 95 000 soldats allemands ont connu une fin absurde. Le 14 mai 1945, une semaine après la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne nazie, une équipe du Special Film Project 186 filme à Augsbourg. Ici aussi, les gens se sont résignés à la disparition du Reich nazi et s'accommodent de leur nouveau maître. La ville s'est rendue pacifiquement aux Américains le 28 avril 1945. Les habitants d'Augsbourg étaient soulagés que la guerre ait pris fin dans leur ville sans effusion de sang. Un habitant s'est souvenu plus tard. On avait le double sentiment d'être à la fois vaincu et libéré. La défaite devait arriver, on pouvait presque la toucher, mais ce n'est que très lentement que nous avons réalisé ce que signifiait réellement la libération. Le 8 mai 1945, une autre habitante d'Augsbourg écrit dans son journal « Quelle belle journée, la nature est fraîche et jeune. Le soleil brille et le ciel est bleu. On pourrait penser qu'un jour comme celui-ci est plein de joie et de bruit,
que les gens rient et pleurent de joie, et que les cloches sonneraient, parce qu'aujourd'hui, le mot paix est sur toutes les lèvres. La paix dans notre pays. Une chose dont nous avons presque rêvé pendant 6 longues années de guerre. Les habitants d'Augsbourg se rendaient au travail ou se promenaient comme s'il n'y avait jamais eu d'enthousiasme pour Hitler ou de crimes de guerre. Mais les vainqueurs avaient des doutes sur l'attitude apparemment apolitique des Allemands. Ils ont posé des questions embarrassantes. Qui a été membre du parti nazi? Qui a assisté aux crimes d'Hitler? Et qui était personnellement coupable? La première proclamation du général Eisenhower stipulait « Nous venons en conquérant, mais pas en ennemis ». Nous venons en conquérant, mais pas en oppresseurs. Nous anéantirons le nazisme et le militarisme allemand. Nous renverserons le régime nazi, dissoudrons le parti nazi et abolirons les lois et les institutions cruelles, oppressives et discriminatoires que le parti a créées. Les Américains ont des idées précises sur la manière dont les Allemands doivent organiser leur avenir. Les forces d'occupation américaines sont arrivées avec des plans bien préparés pour la structure des organes administratifs, des partis politiques et de la vie culturelle dans cette nouvelle liberté, tout étant basé sur le modèle des démocraties occidentales. Au début, de nombreux Allemands ont des doutes sur ce concept. Les gens préféraient se concentrer sur leur vie quotidienne plutôt que de réévaluer le passé nazi de leur pays. Beaucoup ont occulté la question de la culpabilité. En fin de compte, des centaines de milliers de tribunaux de dénazification ont eu lieu. L'objectif était de déterminer si la personne convoquée devait être qualifiée de grand délinquant. Délinquant, petit délinquant, Suiveur ou innocenté. Environ 2/3 des personnes interrogées ont été classées dans la catégorie des adeptes ou ont été innocentés. À la fin de la guerre, les vainqueurs s'attaquent avant tout à l'élite dirigeante du Troisième Reich. À Augsbourg, le 14 mai 1945, l'équipe de l'US Air Force a également filmé le plus important représentant du régime nazi encore en vie. Hermann Göring, ici âgé de 52 ans, s'approche de la caméra en souriant. L'éblouissant Reichsmarschall a longtemps été l'adjoint d'Hitler, mais juste avant la fin de la guerre, le leader nazi a démis Göring de toutes ses fonctions. Fermement convaincu de devenir le successeur du Führer, Göring s'est rendu aux Américains et a été emmené au centre d'interrogatoire américain d'Augsbourg. Après son arrestation, Göring aurait déclaré que la guerre était comme un match de football. À la fin, le perdant serre la main du gagnant et tout est oublié. Avec charme et ruse, l'éminent prisonnier a manifestement voulu échapper à ses responsabilités. À l'issue d'une conférence de presse improvisée, l'écrivain Klaus Mann, qui travaillait dans l'Allemagne vaincue en tant que reporter américain, a déclaré à propos de Göring « Vous ne pouvez même pas dire que Göring est un prisonnier. » On ne peut même pas dire qu'il avait l'air particulièrement antipathique. C'est plutôt le contraire, en fait. Certes, son visage affichait une certaine brutalité, et il y avait souvent une lueur maléfique dans ses yeux. Son apparence générale était celle d'un condottieri. Quelqu'un qui, malgré toute la cruauté qu'il dégageait, avait encore une touche de jovialité. Si j'avais su ce qui se passait dans les camps de concentration, affirme Göring, j'aurais pris des mesures énergiques. Comme la plupart des Allemands, Göring ne voyait pas non plus la nécessité de rendre compte du passé. Les vainqueurs sont d'un autre avis. Göring fut l'un des principaux criminels de guerre à être jugé à Nuremberg en octobre 1946 et fut condamné à mort. Mais quelques heures avant son exécution, il a avalé une capsule de cyanure et s'est suicidé.
L'essentiel, aurait-il déclaré, c'est que pendant 12 ans, j'ai eu une bonne vie. Juin 1945. Le réalisateur hollywoodien George Stevens et son équipe de tournage se rendent à Hambourg. Stevens aurait préféré se rendre à Berlin. Mais les reporters occidentaux ne sont pas encore autorisés à entrer dans la capitale allemande, aux mains des soviétiques. Stevens attend une autorisation spéciale depuis la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne. Entre-temps, il était devenu clair que le 1er juillet, les Alliés seraient en mesure d'occuper leur secteur à Berlin. Ce n'est qu'à ce moment-là que Stevens sera autorisé à se rendre dans la capitale allemande. À leur arrivée à Hambourg, Stevens et son équipe se rendent d'abord dans le port mondialement connu de la ville pour y faire quelques prises de vue. La Kehrwiederspitze est encore en grande partie intacte, mais environ 80% de la zone portuaire a été détruite par les bombardements. D'énormes quantités de gravats et de nombreuses épaves ont rendu les chenaux de navigation impossibles. Curieux, quelques enfants s'approchent de l'équipe de tournage américaine et se laissent filmer. La Hafenstraße avec l'ancien tunnel de l'Elbe. En 1943, ce Hambourg-là devint la cible de bombardements dévastateurs qui détruisirent aussi complètement le centre-ville. Heureusement, la guerre se termina ici sans hostilité. Hitler avait déclaré que Hambourg était une forteresse à défendre jusqu'à la dernière balle, mais les chefs militaires de la ville ont ignoré l'ordre de détruire ces installations portuaires vitales. Le 3 mai 1945, Hambourg fut remise pacifiquement aux Britanniques.